Je voudrais vous présenter notre ami Michel Gurfinkiel. Merci, merci Jean-Christophe. Merci. Merci, bonjour. Je suis absolument ravi d'être avec vous 14 ans plus tard. Je me rappelle vaguement les thèmes que nous avions abordés il y a 14 ans. Certains ont changé, d'autres n'ont pas changé tellement. Alors je ne sais pas ce qui est rassurant et ce qui l'est moins. Je voudrais, puisque je suis censé parler de l'état du monde, toujours beaucoup plus facile de parler de l'état du monde que de quelque chose de bien précis, puisque je dois vous parler de l'état du monde, je vais quand même vous dire, pour commencer, que ce sont les Chinois qui ont raison. Quand je dis les Chinois, les astrologues chinois. Vous savez que les Chinois ont un calendrier, un zodiaque qui ne fonctionne pas comme le nôtre. Nous, on a un calendrier solaire avec un zodiaque qui marche mois par mois, enfin, signe zodiacal par signe zodiacal, mais chaque signe zodiacal représente à peu près une trentaine de jours. Les Chinois, c'est tout à fait autre chose. Ils ont une année lunaire et leur zodiaque fonctionne sur l'année. Donc chaque année a un signe. Et ce signe, généralement, c'est un animal réel ou un animal mythologique qui est censé donner en quelque sorte l'identité de l'année en cours. Or, les Chinois nous ont dit dans l'année lunaire 2015-2016, c'est l'année de la chèvre. Hein, et la chèvre, ça fait des cabrioles. Et effectivement, nous avons vu des choses stupéfiantes pendant cette année de la chèvre. Nous avons vu, par exemple, je me bornerai à une seule région du monde, nous avons vu au Moyen-Orient comment, du jour au lendemain, on signe un accord avec l'Iran, donc on fait rentrer un pays qui était hors jeu dans le jeu, et au même moment, l'Amérique se retirait du Moyen-Orient et la Russie y entrait. Ceci en quelques jours. Il faut dire, là vraiment, la chèvre, elle a frappé fort. L'année dans laquelle nous sommes maintenant, c'est-à-dire l'année lunaire 2016-2017, les années chinoises à peu près commencent en février. On a tous vu le nouvel an chinois, ne serait-ce qu'à Paris, dans le 13e arrondissement. Donc, l'année actuelle, c'est l'année du singe de feu. Alors, j'ai demandé à un copain qui connaît bien la Chine, c'est quoi exactement l'année du singe de feu? Alors, il dit, voilà, le singe de feu, en gros, c'est un joueur de poker qui, lorsqu'il est pris en train de tricher, il éclate de rire et vous montre son cul. Voilà. Donc, nous sommes dans l'année du singe de feu, dans l'année du joueur de poker, et tonnerre de Brest, on est obligé de reconnaître qu'on y est vraiment. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Qui aurait pu imaginer qu'un joueur de poker rafle la mise? Trump. Trump n'est pas encore élu président des États-Unis, mais enfin, son parcours a été stupéfiant, et il est tout de même dans une situation, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les 2 mois qui restent jusqu'à l'élection présidentielle de novembre. Regardons le monde qui est le plus proche de nous, le monde occidental. Et nous sommes obligés d'admettre qu'actuellement, il y a une situation de crise ou de chaos généralisée. Les États-Unis, on va dire que c'est le phénomène Trump. Mais on aurait pu dire aussi bien le phénomène Trump-Sanders. On va revenir là-dessus dans quelques instants. La France, je ne fais pas de politique, mais enfin, on est quand même dans la situation assez hallucinante d'un président de la République qui vous explique d'abord qu'il n'a pas de bol. C'est très très grave quand le chef de l'État vous dit qu'il n'a pas de bol. Hein. Il y a des civilisations où il dit ça, on le mange au barbecue suivant. Bon. Et il vous dit en gros, dans le fond, les événements me dépassent, c'est-à-dire je suis incompétent. C'est très, 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 très grave qu'on en soit arrivé à une situation pareille. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, jusqu'à l'année dernière,
avait une chancelière tellement puissante dans son pays et puissante en Europe que tout le monde l'appelait l'impératrice, die Kaiserin, Angela Merkel, qui dominait complètement et l'Allemagne et l'Europe. Un an plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas compris ce qui lui est arrivé il y a juste un an. Le coup de folie qui lui a fait partir d'une sorte d'impulsion humanitaire. On va faire entrer 1 million de migrants en Allemagne, en fait plus d'1 migrant. Et aujourd'hui, il y a une crise majeure et en Allemagne et en Europe. On ne sait pas de quoi l'avenir de l'Allemagne, l'avenir politique et de la chancelière et de l'Allemagne en général, va être fait. Enfin, il y a eu le Brexit. On en parlait, on ne pouvait pas croire que ça arriverait, mais finalement, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'un pays qui apparemment profitait au maximum de sa présence dans l'Europe a décidé de sortir de l'Europe. Il y a eu un référendum. Alors je sais bien que le référendum, c'est la réalité juridique, hein. C'était un référendum non contraignant. C'est-à-dire que formellement, constitutionnellement, si vous voulez, les Britanniques ne sont pas tenus par le résultat du référendum qu'ils ont fait. Mais enfin, tout de même, il y a eu plus de 50%, 52% des Britanniques qui ont dit « Eh bien, on se retire de l'Europe », ce qui, au minimum, pose des questions extrêmement sérieuses sur l'état où se trouve aujourd'hui l'Europe. Si l'on prend ces 4 événements qui ont donc bousculé l'Occident au cours des derniers mois, nous allons retrouver 4 points identiques. Premièrement, dans tous ces pays, on peut parler d'une révolte populiste. 50% au moins des électorats dans ces différents pays disent qu'ils n'ont pas confiance et qu'ils rejettent leur establishment politique. Quelquefois, leur establishment politique, médiatique, culturel, religieux, etc., etc. Deuxièmement, c'est une révolte souverainiste ou anti-mondialiste ou anti-européenne. C'est-à-dire que, selon les pays considérés, il y a une partie importante de l'électorat qui dit « Voilà, on était engagé dans un phénomène qui s'appelait la mondialisation, on arrête. » Ou bien, on était engagé dans un phénomène qui s'appelait l'unification de l'Europe, on arrête. Troisièmement, les différentes crises que je viens d'évoquer ont toutes comme thème commun une révolte contre l'impact des migrations, de l'immigration ou même d'une manière plus large des migrations. C'est vrai aux États-Unis où Trump a écrasé les autres candidats républicains en posant le problème de l'immigration latino-américaine, de l'immigration des pays du Moyen-Orient. C'est vrai en Grande-Bretagne, le Brexit s'est fait très largement sur cette question-là. C'est vrai en Allemagne, où l'initiative de Merkel sur les migrants est en train de révolutionner la politique allemande, d'avoir des conséquences révolutionnaires sur la politique allemande. Et c'est vrai en France, personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a une question nationale extrêmement grave en France et qui est une conséquence directe, indirecte, comme on voudra, des phénomènes d'immigration et de migration. C'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, nous comprenons bien de quoi il s'agit. Mais enfin, le dernier point commun, c'est que dans tous les pays que je viens de noter, les élites, et quand je dis les élites, moi personnellement, je ne suis pas anti-élitiste, je ne suis pas anti-élitaire. Je crois que les élites sont vraiment des élites. C'est-à-dire que les élites sont vraiment mieux éduquées que ceux qui ne sont pas des élites. Je crois qu'elles ont été formées pour leur travail. Or, toutes les élites actuellement sont tétanisées. Elles sont tétanisées aux États-Unis. Nous voyons par exemple l'élite du parti républicain. Ce sont quand même des gens qui ont dirigé les États-Unis sous un très grand nombre d'administrations à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Nous voyons l'élite du parti républicain
totalement bouche bée devant le phénomène Trump, qu'elle n'a pas vu venir, qu'elle ne comprend pas, et face à laquelle elle n'arrive pas à se positionner. Et il en va de même par rapport à toutes les ruptures que je viens de mentionner. Alors, pourquoi cette tétanisation des élites? On va essayer de réviser nos manuels et de piocher dans nos manuels un certain nombre d'idées qui peuvent peut-être nous éclairer sur ce plan-là. Je vais d'abord mentionner la loi d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'était probablement le plus grand penseur politique du monde arabo-musulman. Il vivait au XIIIe siècle, quelque part entre l'Afrique du Nord et l'Espagne musulmane. Ibn Khaldoun, voilà. Et il a écrit une histoire du monde. Et avant l'histoire du monde, il a écrit des prolégomènes à l'histoire du monde. Alors ces prolégomènes sont intéressants parce qu'ils développent une théorie. Et cette théorie, c'est la théorie cyclique de l'évolution des sociétés. Bien entendu, je répète, il vivait dans le Moyen-Orient arabo-musulman, entre l'Afrique du Nord et l'Espagne. Donc voilà ce que ça donne. Sa théorie est la suivante. Soit une société riche, tellement riche qu'elle devient décadente. Et être décadent, c'est notamment que quand vous êtes riche et que vous vivez dans le confort, vous oubliez de faire vos périodes de réserve militaire. À côté, il y a des bédouins. Les bédouins sont pauvres. Ils se nourrissent de dattes et du lait de leurs chamelles. Ils ont faim. Ils voient juste à côté des villes ou des oasis extraordinairement riches, remplies de jolies filles et remplies de messieurs qui n'ont pas l'air très efficaces, efficients sur le plan militaire. Donc un beau jour, les bédouins font un raid sur la ville, sur l'émirat, le sultanat, riche et décadent, et s'en emparent. Ils s'en emparent, et pendant un premier temps, c'est la belle vie. C'est la belle vie. Il suffit de s'installer dans le palais du sultan, de l'émir. On est calife à la place du calife. C'est absolument formidable. Le problème, c'est que, à force d'être calife à la place du calife, on oublie de faire les périodes de réserve militaire. Et donc, au bout d'un certain temps, les bédouins sont devenus gras, ont oublié l'art de la guerre, et il y a d'autres bédouins qui sont arrivés et qui regardent la ville et qui se disent mais on peut s'en emparer et on peut avoir la belle vie pour nous aussi. Ibn Khaldoun, qui était peut-être un petit peu pessimiste, disait ben voilà, c'est le cycle infini de la géopolitique. Il y a toujours conquête par des barbares, une période de richesse puis de décadence, et puis l'arrivée de nouveaux barbares. L'idée par rapport à la question des élites, c'est que les élites s'amollissent à un certain moment. C'est la loi d'Ibn Khaldoun. Pareto, vous avez entendu parler de Vilfredo Pareto, un personnage tout à fait extraordinaire, qui vivait en gros vers 1900, qui a écrit son œuvre en français. Il était lui-même italien, professeur à Genève, enfin un vrai Européen. Donc Vilfredo Pareto, il a écrit sur beaucoup de choses. D'abord, c'est un économiste, mais il a écrit également sur les questions sociologiques, et il a notamment avancé une loi célèbre qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto consiste à dire que dans n'importe quelle société, et quelles que soient les circonstances, il y a toujours 20% de la population qui, par elle-même, à elle seule, concentre autant de richesses que les 80% de la population qui reste. Et non seulement les richesses, mais elle concentre les savoirs, elle concentre tout ce qui constitue une élite. Donc les élites forment toujours nécessairement 20% de la population d'un pays donné. Mais il y a une suite à la loi de Pareto, c'est que ces élites ne sont jamais éternelles. Dès l'instant qu'une élite est en situation d'élite, bizarrement, elle s'endort. Et donc,
il y a nécessairement de nouvelles élites qui progressivement apparaissent et soit renversent l'élite qui s'est endormie, soit, dans le meilleur des cas, se font une petite place, sont admises par ceux qui, dans l'élite plus ancienne, ne sont pas entièrement endormis. Il y a donc soit remplacement des élites, soit cooptation par l'élite ancienne d'une élite nouvelle. Mais on revient sur la même idée, il y a quelque part un endormissement des élites. Troisième loi, c'est la loi de dépérissement des paradigmes. Alors cette loi, très importante et très intéressante, comme en fait je n'ai jamais trouvé d'auteur pour cette loi, ben je l'appelle la loi de Gurfinkiel, voilà, c'est tout. Donc vous la notez dans sur votre tablette comme la loi de Gurfinkiel. La loi de Gurfinkiel, c'est la suivante. Il y a une situation où il y a des problèmes à résoudre. On va dire par exemple le monde en 1945, la France en 1945, l'Europe en 1945. Tout est détruit, on est obligé de s'arranger pour reconstruire quelque chose. Donc à ce moment-là, il y a des gens qui ont 1, 2, 3, 10 idées géniales. Des idées géniales, évidentes. Tout est détruit, il faut tout reconstruire. Il faut se retrousser les manches, il faut, je ne sais pas, faire l'Europe, par exemple. Plein d'idées de ce genre. Ces idées marchent bien. Donc, on se dit, ah, ces idées marchent bien, donc on est tombé sur quelque chose. Là, on a quelque chose entre les mains. Donc, on prend les idées, on fait un mécano, et on arrive à une loi qui explique tout dans le monde. On a un paradigme. Enfin, on comprend ce qui se passe. Enfin, on est très heureux. On a un paradigme. Et puis, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe avec le paradigme? Tout à fait au début, le paradigme, c'est quelque chose qui est né d'expérience. Donc, tout le monde comprend très bien de quoi il s'agit et tout le monde comprend très bien les limites possibles du paradigme. Mais ensuite, dans un deuxième temps, le paradigme est enseigné dans les universités pour la nouvelle génération. Donc, le paradigme devient une doxa. Alors, entre la doxa et le paradigme, c'est presque la même chose, sauf que le paradigme résulte de l'expérience concrète et directe, et que la doxa est apprise. Alors, il y a des tas de garçons et de filles ultra brillants qui réussissent tous les concours, normal, Sciences Po, etc., et qui apprennent par cœur le nouveau paradigme et qui sont capables de participer à des débats époustouflants à la télévision ou sur Internet. C'est formidable, ils sont dans la doxa. Le problème, c'est que la doxa tend à s'éloigner du réel. On est heureux dans la doxa et on ne s'aperçoit pas que le réel est en train de bouger. Donc il y a un moment où la doxa devient un mandala. Vous savez ce que c'est un mandala? Mandala, vous êtes assis comme ça dans la position du lotus, vous faites Hum et puis vous récitez le mandala. Voilà. C'est très gratifiant, c'est très bien pour la salle de repos à côté, c'est formidable. Mais le problème, c'est qu'on s'éloigne encore plus du réel. Et puis on arrive au moment où tout explose, c'est le chaos, on ne comprend plus ce qui se passe. Mais tout ce qu'on vous avait appris ne marche plus. On ne sait plus, on court comme des dératés. Qu'est-ce qui se passe? On est à Paris le 13 novembre, on est à Nice le 14 juillet, on ne comprend plus. Quelque chose est en train de se passer, on ne sait pas ce qui se passe. C'est la loi de dépérissement des paradigmes. Il y a une autre version possible de présenter cette même loi, c'est la baisse tendancielle de l'attention. En fait, c'est la même chose, mais dite autrement. D'abord, on voit les problèmes et on les affronte. Ensuite, dans une deuxième période, quand on a résolu les problèmes, on zappe les nouveaux problèmes. Une tendance absolument naturelle. C'est assez pour aujourd'hui. Maintenant, ok, je regarde mon film à la télé, je regarde le foot, terminé. On zappe les nouveaux problèmes. Mais le problème, c'est que les problèmes ne disparaissent pas, et puis on arrive au moment, à force de zapper, où on ne voit plus, selon l'expression que vous connaissez, et qui est si parlante, on ne voit plus l'éléphant qui est au milieu du living room. Il y a un éléphant qui est là, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas jusqu'au moment où il marche dessus. Voilà. Alors, je dirais que notre priorité, c'est peut-être
d'identifier nos éléphants, d'identifier les éléphants qui sont dans notre living room. Franchement, on aurait besoin de pas mal de temps pour y arriver, mais on peut commencer. On peut commencer. Donc, je vous propose de regarder panoramiquement le monde tel qu'il est réellement aujourd'hui en 2016. La première chose tout à fait importante, c'est que l'Occident, c'est-à-dire les pays de civilisation occidentale, je ne prends pas Occident dans un sens étroitement géographique, je ne prends pas Occident dans un sens trop étroitement civilisationnel, je prends Occident au sens large, le mode de vie et le niveau de vie occidental, moderne, qui englobe l'Europe, l'Amérique du Nord, ce qu'on pourrait appeler la diaspora européenne dans le monde, des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis certains pays d'Asie ultra développés, ultra européanisés, ultra occidentalisés, comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, etc. L'Occident est toujours le centre du monde. C'est important de le dire, d'en prendre conscience, parce que généralement on a tendance à penser que ce n'est plus le cas. On a tendance à penser que de nouveaux mondes sont en train d'émerger, que la Chine va devenir le cœur du monde, que le Pacifique va être plus important que l'Atlantique. Il y a eu la Méditerranée, l'Atlantique, maintenant c'est le Pacifique. On a tendance à penser cela. On a tendance aussi à penser que la supériorité politique, géopolitique que l'Occident a acquis après 1945, enfin qu'il a acquis en fait depuis 500 ans, mais qui s'est reconfirmée après 1945, que cette supériorité ou cette hégémonie est en train de voler en éclats sous nos yeux. On a tendance à penser cela. Mais en fait, regardons bien les choses clairement. Tout ce que je vous dis là, je ne vais pas vous embarrasser avec une accumulation de chiffres, mais je vous assure que tout cela est parfaitement vérifiable et que ceux qui en ont la curiosité peuvent, je peux donner tous les liens possibles pour ce que j'affirme maintenant, à commencer par des articles où j'ai essayé de résumer ces données. En termes de produit global, produit national brut ou produit global brut, en termes de revenus par habitant, en termes de niveau de vie et d'espérance de vie, en termes de puissance militaire, en termes de créativité scientifique et technologique. L'Occident reste absolument la colonne vertébrale du monde dans lequel nous vivons. Je vais prendre un seul exemple, je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je vais prendre un seul exemple très important. Nous avons vu la montée absolument extraordinaire de la Chine depuis 30 ans dans l'économie mondiale. Donc la Chine aujourd'hui est la deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis. Une question que je vous pose et à laquelle vous êtes tous capables de répondre: comment la Chine aurait pu se développer et comment son économie pourrait-elle tenir aujourd'hui encore si elle ne travaillait pas, si elle ne se développait pas en symbiose totale avec le monde occidental? Vous retirez l'Occident, aujourd'hui, je ne dis pas que ce sera nécessairement le cas demain, mais aujourd'hui encore, la Chine n'existe pas sans l'Occident. Alors, l'Occident a apporté deux choses, et continue à apporter deux choses jusqu'à nouvel ordre. D'abord, la paix du roi, c'est-à-dire que la domination politique et géopolitique de l'Occident, ça crée un univers où, en gros, la paix règne et donc où les échanges peuvent fonctionner. Jusqu'à nouvel ordre, c'est l'Occident qui assure cela. Et deuxièmement, je le notais à propos de la Chine, mais je le dis de manière plus générale, l'Occident apporte la croissance. C'est uniquement en se branchant non seulement sur le modèle occidental
mais plus encore sur la sphère occidentale, que une grande partie du monde est devenue plus riche et sortie du sous-développement pour entrer dans le développement au cours des 30 dernières années. Et à ce sujet, bien entendu, je vous recommande vivement un livre qui vient juste de paraître en français, qui est paru en 2013 dans sa version originale aux États-Unis, de Angus Deaton, La Grande Évasion. Angus Deaton, qui est prix Nobel d'économie, il a reçu le prix Nobel d'économie en 2015. En gros, il vous démontre, il vous explique comment, contrairement à tout ce que l'on imagine, les 30 dernières années, sur le plan mondial, ont été les années de l'enrichissement absolu de l'espèce humaine. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la grande majorité des humains, dans tous les pays, il y a quelques exceptions, mais la grande majorité des humains maintenant vivent avec un niveau de vie que l'on peut considérer comme développé, comme riche, comme assurant une vie plus longue, une santé meilleure et des perspectives d'avenir plus réelles et plus optimistes. Mais cet Occident, qui est la colonne vertébrale du monde, nous venons de voir que cet Occident est en crise. Alors il faut mesurer, bien sûr, l'étendue de la crise qu'il frappe, mais on peut se poser la question, si l'Occident est la colonne vertébrale du monde, et s'il est en crise, cela peut signifier que nous sommes à la veille d'une crise mondiale comme on n'en a encore jamais vu ni jamais connu. Quand nous continuons à regarder le monde autour de nous, nous apercevons, nous voyons des tas de pays, nous voyons la Chine, nous voyons l'Inde, nous voyons... Essayons de mieux regarder ces nouveaux pays émergents. Et nous voyons qu'un très grand nombre de ces pays, de ces nouveaux pays émergents, c'est-à-dire de ces pays qui ont connu un développement extraordinaire au cours des 30 dernières années, nous apercevons que bon nombre de ces pays peuvent être décrits comme en fait des pays nationalistes, des pays autoritaires, des pays absolument anti-occidentaux, anti-américains, anti-européens et anti-occidentaux. C'est très troublant. Je ne sais pas quel nom il faut employer pour désigner ces pays. Faut-il dire les nouveaux pays émergents autoritaires ou faut-il dire les nouveaux pays nationaux socialistes? Vous savez, le national-socialisme a connu historiquement plusieurs phases. Il y a eu une première phase où il semblait être une réussite, notamment sur le plan économique, avant qu'il n'aboutisse à la guerre. Un certain nombre des pays dont nous parlons peuvent ressembler à cette première phase, la phase qui semblait prometteuse de l'expérience nationale-socialiste, c'est-à-dire d'une économie qui apparemment marche très bien, et deuxièmement, d'une politique autoritaire et ultranationaliste. Ces pays sont la Chine, la Russie, la Turquie, elle est membre de l'OTAN, mais elle a ce profil, l'Iran. On pourrait associer beaucoup d'autres pays moins importants à cette sorte de galaxie. Ce qui est important à noter à propos de cette catégorie spéciale de pays qui est autour de nous, c'est qu'ils ont formé une coalition. Il y a des liens entre ces pays. Ces pays tendent à se soutenir diplomatiquement. Ils tendent à se soutenir économiquement. Ils tendent à se soutenir militairement. Avez-vous entendu parler de l'organisation de la conférence de Shanghai? L'organisation de la conférence de Shanghai, c'est un forum de coopération géopolitique entre la Russie, la Chine et un certain nombre de pays d'Europe, d'Asie centrale. Pendant très longtemps,
on a traité par le mépris cette organisation. On a dit, oh, c'est une organisation comme ça pour la façade. Le problème, c'est que cette organisation existe toujours, qu'elle s'est renforcée, qu'elle a multiplié les réseaux de coopération entre les pays membres ou entre les pays membres et les pays observateurs. La dernière grande conférence de cette organisation de Shanghai, qui, je le répète, comprend la Russie, la Chine, pays d'Asie centrale, s'est déroulée à Téhéran il y a quelques mois. Nous voyons donc une logique. Et ces pays travaillent ensemble avec une idée bien claire. Ils savent très bien ce qu'ils doivent à l'Occident et ils savent très bien qu'ils ont une revanche à prendre sur l'Occident. Enfin, il y a une troisième catégorie de pays dans le monde qui nous entoure, une troisième catégorie de réalité géopolitique. Appelons ça les friches géopolitiques. Vous savez ce que c'est qu'un terrain en friche? Vous savez ce que c'est qu'une friche industrielle? Eh bien, regardez un certain nombre de pays sur la Terre aujourd'hui. Vous apercevez qu'il y a un certain nombre de pays qui ne fonctionnent plus, qui en fait n'existent plus. Nous savons que, par exemple, au Moyen-Orient, des pays comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Irak, se sont désintégrés. Nous l'avons vu, ça s'est passé en quelques années. On y croyait il y a quelques années encore. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'actuellement, il n'existe plus. La Somalie, ça fait 20 ans comme ça. Il y a beaucoup de pays dans le monde. Il y a une revue américaine qui s'appelle Foreign Policy. Je suis loin d'être d'accord avec tout ce qui s'écrit dans Foreign Policy, mais c'est une revue intéressante parce qu'elle fait travailler les ménages. Foreign Policy a, jusqu'en 2013, et je ne sais pas trop pourquoi ils ont arrêté, parce que ça avait beaucoup de succès, ils ont fait un index des failed countries, des pays défaillants, des pays, il y a un autre terme, je ne sais plus, qu'on emploie parfois en français, des pays qui ne fonctionnent plus, des pays non fonctionnels. Et le dernier index, celui de 2013, estimait que un tiers des pays répertoriés dans le monde, en fait, étaient des pays faillis, des pays défaillants, des pays non fonctionnels. Certains de ces pays se sont totalement désintégrés, d'autres ne se sont pas désintégrés, mais sont dans une situation qui est très loin de la fonction normale d'un pays réel. Vous savez, il y a en droit international une manière très simple de définir un État fonctionnel. C'est un gouvernement qui, sur un territoire donné, assure la sécurité des biens et des personnes. C'est ça la définition d'un État. Or, il y a beaucoup de pays sur la Terre où nous savons que soit le gouvernement n'existe plus, soit il ne contrôle pas tout le territoire qu'il est censé contrôler, soit il ne parvient pas à assurer la sécurité des biens et des personnes. Tout le monde le sait. Et ce qui se passe, c'est que non seulement vous avez un grand nombre de pays qui n'existent plus, d'États qui ne fonctionnent plus, mais vous avez même au sein d'États développés, même au sein des pays les plus développés, même au sein des pays occidentaux, vous avez des espèces de failles sismiques qui se développent. Vous avez des friches géopolitiques qui brusquement apparaissent au milieu de votre jardin, qui apparaissent brusquement au milieu de votre quartier, au milieu de votre pays. Du jour au lendemain, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes dans une zone de non-droit. On essaie de trouver des mots. Et la réalité, c'est que l'ordre normal des choses n'est plus là. Or,
lorsque vous avez disparition de l'État classique et apparition de ce que j'appelle la friche géopolitique, eh bien, cela ne reste pas vide. La nature a horreur du vide et la nature géopolitique a encore plus horreur du vide que la nature tout court. Et donc, vous voyez apparaître des organisations transversales, des réseaux prédateurs très bien organisés qui s'insèrent dans les friches et qui, à partir des friches, développent de nouvelles structures de pouvoir. L'exemple, évidemment, qui vient à notre esprit, c'est Daesh, qui a connu une percée fulgurante au cours des 2 dernières années, mais on pourrait multiplier les exemples de ce genre. Quand vous prenez en considération le phénomène des narco-États, des États-mafias, on n'est pas loin d'un phénomène de ce type. Alors voilà la réalité du monde qui nous entoure. L'Occident qui est toujours central, mais qui connaît une crise. Est-ce que c'est un collapsus ou est-ce que c'est un vertige? Nous ne savons pas, mais il y a une crise. Il y a au minimum un vertige. Nous avons, deuxièmement, une coalition de pays extrêmement hostiles et qui ont connu un développement extrêmement rapide. Et enfin, nous avons des friches géopolitiques où se développent des prédateurs extrêmement puissants. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On pourrait se lancer dans beaucoup disons, de thèmes sur la comète. Je crois qu'il faut rester très prudent. Bornons-nous à dire que les civilisations sont mortelles, que la survie des civilisations est une affaire sérieuse, et que, enfin, la technologie est très utile, mais qu'elle ne sauve pas nécessairement une civilisation. Lorsque l'Empire romain s'est effondré très vite, et il était au sommet, non seulement de sa puissance politique, mais de sa puissance civilisationnelle. Jamais sa technologie, jamais sa science n'avait été plus haut, et tout s'est effondré extrêmement rapidement. La priorité pour nous est d'abord de regarder autour de nous, d'ouvrir les yeux, de sortir de notre torpeur, de refuser de zapper, d'oser mettre un nom sur ce que nous voyons. Et ensuite, je crois que la deuxième priorité, c'est de chercher en nous et de trouver les ressources de la foi en nous. Celui qui n'a pas la foi ne survivra pas. Quelle que soit votre foi, quelle que soit la formule que vous lui donnez, sans une foi en vous et sans une foi collective, nous ne pourrons pas continuer, nous ne pourrons pas avancer. L'éléphant est devant nous. Merci.